Des chemins noirs. Le 16 septembre, vers le bas Vivarais. Le Rhône était en rut, nourri de récents orages. Je passais le fleuve à Pont-Saint-Esprit. Coup d'œil au rapide, vers Laval. Comment firent les éléphants pour traverser pareil courant? On avait arraché ces pauvres bêtes rugueuses à leur méditation dans les savanes pour les ruer contre César. Qu'est-ce qu'un pachyderme, perdu dans sa mélancolie, pouvait avoir à faire du sort de l'Empire? Je pris le pont du XIIe siècle et me retournai une dernière fois pour me ficher le sommet du Ventoux dans le souvenir. Je ne voulais pas oublier que la géologie avait élevé ses autels au-dessus de la plaine avant que les hommes ne l'imitent avec leurs clochers, sous lesquels ils se persuadaient qu'un Dieu extérieur à sa propre création s'était essayé à la géotectonique. De l'autre côté, rive droite, je remontais le cours de l'Ardèche. La crue donnait à la rivière la couleur du caramel. 2 jours durant, je longeais le crêt des gorges ou m'enfonçais dans la forêt de la rive droite vers Vallon-Pont d'Arc. Le premier soir, un déluge s'abattit. Les averses du sud de la Loire sont habituellement courtes, mais celle-ci ne faiblit pas jusqu'au lendemain. La forêt était sombre. Les arbres ployaient des échines essorées. Je pensais aux bêtes sans terrier, errant sous les ruissellements du bois de Laval. Plus exactement, je pris soin de trouver refuge dans une maison forestière en ruine avant de leur adresser ma pensée. Il faut tout de même pas exagérer avec la compassion. La pluie ne cessa pas. Je partis vers une auberge de l'Abastide de Virac quand la nuit se décida à tomber dans la forêt. Le 17 septembre, dans les bois de Paille-Olive. Les jours suivants consistèrent à me frayer le plus possible un chemin noir. Le pays était moins peuplé, l'exercice plus aisé. Le soir, je calculais combien de temps j'avais réussi à me tenir sur le réseau des pistes oubliées. J'avais parfois la satisfaction d'y cumuler plus des 3/4 du kilométrage. Je fis cap vers le mont Lozère en visant les vents. Les pluies avaient emporté le pont du ruisseau de l'Antouze, près de Vallon-Pont d'Arc, et je me souvenais de la question que nous nous posions souvent au Népal, devant les ponts arrachés par les rivières de mousson. Allait-il falloir s'infliger 4 jours de marche pour passer de l'autre côté? Ici, dans la géographie de France, pareil déconvenu ne rallongeait la route que d'une poignée de kilomètres. C'est l'avantage des petits pays aménagés comme des jardins japonais. Je restais sur la rive gauche et dans les hauteurs boisées de chênes kermès, sur un chemin empierré, je croisais 2 vieux Autrichiens très chics, genre Stéphane et Lotte Zweig, à la promenade avant le suicide. Lui, en veste de tweed, elle, coiffée d'un fichu de soie crème. Ils transportaient du bois dans une brouette. Même les bûches étaient impeccablement rangées. Leurs ruines, restaurées à la perfection, s'élevaient en contre-haut, coiffées de tuiles romaines. Après l'évacuation, dit-il, je supposais qu'il désignait l'exode rural, tout le monde est venu acheter une ferme ici. Les Belges, les Anglais, et nous. Il m'indiqua d'un doigt ligneux un raccourci vers le col de Cise, à travers la Chênaie, et je cheminais tout le jour par-dessus des barres calcaires, appelées serres en Ardèche. Le hameau abandonné de Chastelat occupait un versant au-dessus de la plaine agricole. Une broussaille démantibulait des linteaux et fissurait des appareils de maçonnerie intacts. Dans les villages, je vivais des heures parfaites. La fontaine à l'ombre du tilleul, le banc adossé au mur de l'église. Il y avait là les éléments de la halte tels que Hess ou Hamsun les disposaient pour leurs promeneurs poétiques. Sur le chemin du plateau de Paille-Olive, où le limon retenait chaque pas, je croisais l'un d'eux, un vieux type en treillis coiffé d'une casquette kaki. Une silhouette comme celle que je cherchais. Un type en train de battre la campagne sur ses propres pistes. Une ombre maigre et libre sur un chemin noir. « Vous ressemblez à Fidel Castro passant la revue dans les champs de tabac, dis-je. »« Sans le cigare, dit-il. »« Non, mais vous avez la casquette.
Et puis il y a ça, dis-je en montrant des cultures que je n'identifiais pas mais qui n'auraient pas déparé à Cuba. Du sorgho, dit-il. Quand je suis revenu de l'usine, ils avaient mis ces nouvelles cultures. Pendant la guerre, nous cultivions du tabac clandestin. Il faut enlever le sorgho et remettre le tabac, dis-je. Ouais. Il me dit « salut » et reprit sa promenade à grandes enjambées rythmée par la succion de la boue. Et moi, à petits pas, car j'avais peur de glisser. Et c'était l'heure du soir où les os de mon dos commençaient à crier grâce. Je savais pouvoir leur demander encore 1 heure ou 2 de sursis avant la halte. À ce moment de la journée, la même pensée me pinçait le cœur. Son poinçon était douloureux et fugace. 20 ans à jouer sur les crêtes pour aller désormais à un rythme de vieille dame. J'appelais ma déconvenue l'ironie du sport. Je me retournais pour voir la silhouette du vieux cheminot progresser vers l'aval du ruisseau. Il allait vite, le brigand. N'en déplaise à Charles Maurras, chantre du pays réel opposé au pays légal, marcher sur les chemins noirs permettait la découverte d'un pays mêmement illégal et irréel. Illégal parce qu'on pouvait dormir devant un feu de bivouac interdit et qu'on rencontrait des types bizarres. Des errants, des romanos, quelques gueules paysannes et des mecs encore un peu sauvages qui usaient d'une langue singulière et acceptaient d'entendre tout. Irréel parce que les fantômes y croisaient. Les fantômes ce soir-là reposaient dans la forêt de paille-olive que j'atteignis par un plateau karstique où des nuées de moucherons formaient des cumulus de protéines au-dessus des herbes. Un chaos de blocs de calcaire peuplait la forêt au-dessus du Chassezac, dont le cours sinuait entre 2 falaises rongées de grottes. Les blocs, hauts de 5 mètres, se dressaient dans une défense de buis. Le soleil faisait luire les roches. Un esprit porté à la songerie aurait vu dans ce troupeau un peuple soudainement pétrifié, alors qu'il était en train de gagner le rebord de la falaise pour s'y jeter. « Arrête de rêver, Tesson, la nuit tombe !» Cédric Gras m'avait rejoint la veille dans le village de Vallon-Pont d'Arc, et nous avions cheminé tout le jour en silence. Je le connaissais depuis 10 ans. Je lisais ses livres et il avait supporté mon goût pour les jurons russes, l'alcool fort et les nuits compliquées qui résultaient de la conjonction des 2 penchants. Il avait travaillé pendant ces 10 dernières années en Russie, que nous considérions comme une seconde patrie, à cause de sa géographie et de quelques-uns de ses habitants. Nous nous étions perdus dans les forêts de l'extrême-orient russe. Nous avions bu de la bière dans la mairie de Donetsk, défendue par les séparatistes russophones, et nous avions réussi quelques escalades impréparées. Il ne me reprochait jamais mon amateurisme en alpinisme, car lui-même s'était fracturé la jambe à 6000 mètres d'altitude dans le Karakorum, et avait dû la vie au double effort d'un second de cordée italien et d'un pilote d'hélicoptère pakistanais. Sa conception des relations humaines ne mesurait jamais la valeur d'un sentiment à la fréquence de son expression. Nous fîmes le feu ce soir-là sur le rebord de la falaise, en contre-haut de Chassagne. Des rapaces coupaient l'air. Toute la nuit, le vent fit claquer nos tentes avec ce bruit des voiles qui réveille en sursaut les marins pas sérieux, endormis pendant leur quart. À minuit, Gras, régulé comme une chauve-souris, se prit à parler. « Vois-tu, nous voyageons, nous courons le monde, et nous ne comprenons rien à ce chaos de blocs. Le marcheur n'est pas digne de ce qu'il foule, dis-je. Il y a une scène dans les Cosaques de Tolstoï. Un vieux soldat emmène dans la forêt de jeunes cadets russes sortis de l'école militaire. Ce sont de brillants officiers. Ils ont leur diplôme, leur science, leur médaille, mais ils ne voient pas les traces des bêtes au sol. Ils ne déchiffrent rien des signes du vent dans les arbres. Et le vieux a ce mot, ils sont savants, mais ils ne savent rien. C'est nous, dis-je. Mon vieux, la ruralité que tu rabâches est un principe de vie fondé sur l'immobilité. On est rural parce que l'on reste fixé dans une unité de lieu d'où l'on accueille le monde. On ne bouge pas de son domaine. Le cadre de sa vie se parcourt à pied, s'embrasse de l'œil. On se nourrit de ce qui pousse dans son rayon d'action. On ne sait rien du cinéma coréen. On se contrefout des primaires américaines.
Mais on comprend pourquoi les champignons poussent au pied de cette souche. D'une connaissance parcellaire, on accède à l'universel. L'universel, c'est le local moins les murs, dis-je. Tu connaissais cette phrase de Miguel Torga ? Non, dit-il. Nous sommes modernes. Nous passons. Et nous finissons même par nous endormir. Le 18 septembre, dans les Cévennes vivaraises. Nous cherchions les chemins noirs. Nous allions sur des sentiers où affleuraient des plaques de roches blessées de lumière et buvions l'eau de pluie dans les vasques calcaires. Nous convoitions les pistes des sous-bois. Il fallait être attentif. Ne pas manquer le départ des sentiers. Parfois, le soleil lustrait le rocher et nous nous allongions dans les reflets de cire, jouant les chats offerts à la lumière et tirant les muscles. Gras marchait vite, je peinais derrière lui. Mais chaque jour pourvoyait à une amélioration de mes fonctions physiques. Parfois, c'était la souplesse que je sentais revenir, un autre jour, le souffle était moins court, et aujourd'hui, je n'avais pas souffert de la moindre douleur dans le dos. Pour l'instant, la guérison me garantissait un sentiment contre nature, l'impression d'une reconquête quotidienne, comme si le processus de démolition biologique de la vie s'était inversé, et que j'allais rajeunir jusqu'au jour où, la guérison achevée, la mécanique se renverserait à nouveau, et où je recommencerais à me sentir vieillir, signe que je serais parfaitement rétabli. Nous fûmes assoiffés, et dans une ferme vide, nous soulevâmes le couvercle d'un puits. Nous dérangeâmes un scorpion noir, fier, superbement cuirassé, les pinces dressées. Un petit dieu. Sa force, il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il disparut dans l'ombre du puits. Étaient-ce les fractures de mon crâne qui m'avaient donné une étrange acuité pour déceler les arachnides ? Aucun médecin ne m'avait signalé que les chocs au cerveau développeraient pareille disposition. Depuis ma chute, je voyais davantage de réduves, de scolopendres, de chauves-souris aussi. Jusqu'alors, fidèle à la culture romantique et lecteur de Lovecraft, je les tenais pour les bêtes du cauchemar. À présent, je n'en avais plus aucune peur, et me prenais même à les aimer. Elles vivaient dans les ruines, elles se tenaient dans l'ombre, elles étaient les sentinelles des endroits que je cherchais, pinces en avant et mandibules en garde, les paladins des chemins noirs. Nous marchions l'oreille tendue. Il était difficile d'échapper à la rumeur de la route. Les temps nouveaux déplaçaient l'homme, lui enjoignaient de circuler, et le mouvement constituait la caractéristique première de l'organisation des sociétés. Au village monde, chacun attendait son tour pour la valse musette. La bonde avait été ouverte, le courant augmentait, nous étions le limon d'un fleuve en crue. Il arrachait les berges, se nourrissait d'un matériau de plus en plus mobile, et dont chaque élément paraissait remplaçable par un autre que lui. Qui endiguerait l'Amazone ? Les historiens avaient inventé des expressions pour classer les époques de l'humanité. L'âge de la pierre, l'âge du fer, l'âge du bronze s'étaient succédés, puis les âges antiques et féodaux. Ces temps-là étaient des temps immobiles. Notre époque consacrait soudain un âge du flux. Les avions croisaient, les cargos voguaient, les particules de plastique flottaient dans l'océan. La moindre brosse à dents faisait le tour du monde. Les petits Normands partaient au djihad pour poster des vidéos sur YouTube. Les hommes dansaient sur l'échiquier. Ce tournis avait même été érigé en dogme. Une culture se devait à la circulation et au contact si elle voulait une chance de se voir célébrée. L'ode à la diversité, à l'échange, à la communication des univers était le nouveau catéchisme des professionnels de la production culturelle en Europe. La crise de Parkinson de l'histoire portait le nom de mondialisation. La traduction de ce phénomène dans nos vies quotidiennes mettait à notre disposition fruits et légumes tropicaux dans l'épicerie la plus modeste d'une campagne en marge. Une question venait alors. Pourquoi n'acceptait-on pas qu'un voleur de pommes s'introduise dans un verger et pourquoi permettait-on à une mangue du Brésil de trôner dans une épicerie de l'Ardèche ? Où commençait l'infraction ? Comme la planète était promue théâtre de la circulation générale des êtres et des marchandises, par contre-coup,
Les vallées s'étaient vues affligées de leurs grandes routes, les montagnes de leurs tunnels. L'aménagement du territoire organisait le mouvement. Même le bleu du ciel était strié du panache des longs courriers. Le paysage était devenu le décor du passage. La ruralité s'instituait en principe de résistance à cet emportement général. En choisissant la sédentarité, on créait une île dans le débit. En s'enfonçant sur les chemins noirs, on naviguait d'île en île. Depuis un mois, je me frayais passage dans l'archipel. Au village des Vents, le garçon derrière le zinc me servit la question habituelle. Ma réponse était invariable. Du Mercantour, et je vais au plus loin que je puisse, vers la Manche peut-être. Le jeune homme eut alors cette phrase qui sonna à l'esprit géographique de Gras. « Si vous marchez bien, vous dormirez ce soir sur le granit. » Il avait raison, ce limonadier. Le basculement des univers eut lieu à Braïc, à 600 mètres d'altitude. Les maisons de granit étaient couvertes de lauze de schiste. Des châtaigniers se postaient en lisière, signalant le changement. C'en était fini des armoiries de Provence, calcaire, olivier et tuiles romaines. À partir d'ici, nous changions d'héraldique. À l'est, nous laissions l'esprit de l'air traversé de soleil, la Provence. Ici, sur les pentes du massif volcanique, l'esprit d'un très vieux feu dormait sous les bogues. Dans la montée forestière, crissaient les feuilles des châtaigniers. Le goût des jours ne serait pas le même sur le rivage de granit que nous venions de toucher. Je me savais influencé par la géologie. Le calcaire, le schiste, la lave dictaient mes humeurs. Certains croient à ce principe, d'autres le nient. « Il n'est rien de commun entre la terre et moi », écrivait Lamartine dans L'Isolement. Comme elle se trompait, la chère âme. Ce mot était un vers de poète à la Vallière. Il était normal qu'un romantique dessouché de sa colline mette l'idée de nature au-dessus de la nature. Sous les châtaigniers, je sentais combien Lamartine avait tort. L'air se chargeait d'une nouvelle âcreté. Elle me pénétrait jusqu'au moelle. La ligne de crête de la serre de la Barre filait plein ouest. Nous allâmes aux 270 degrés, sur une piste d'accès forestier. Puis nous reliâmes les chemins noirs dans des taillis coupés courts, perdant de l'altitude. Parfois, il fallait tricoter des jonctions sur le goudron. C'était alors une défaite, la preuve que je n'avais pas réussi à me maintenir sur mes lignes de fuite, soit qu'il n'y en eût pas, soit que la fatigue me fasse couper par le plus facile. Dans la forêt surplombant le village de Villefort, nous dormîmes près d'un petit feu qui éclaira joyeusement le soir trop court. Je regardais les flammes avec le sentiment d'avoir emporté une manche contre le sort. Je n'avais presque plus mal au crâne en soufflant sur les braises.